Après cette configuration externe de l'utérus, on va passer à grand C pour voir la configuration interne. Donc C, configuration interne de l'utérus. Configuration interne de l'utérus. Et pour étudier la configuration interne de l'utérus, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper l'utérus. Mais quelle coupe on va choisir? La meilleure, c'est une coupe frontale. Ce qui fait, je vais revenir au schéma précédent, on peut couper l'utérus selon l'axe du corps et puis l'axe du col, ou bien le premier schéma, c'est-à-dire une coupe frontale comme ça, dans ce sens, allant du fond jusqu'au col. Donc sur cette coupe, nous allons avoir le titre suivant, c'est une coupe frontale de l'utérus montrant sa configuration interne. Les repères, c'est facile, la partie supérieure en haut et la partie gauche à ma droite. Donc, sur cette coupe, ça va nous rappeler exactement la configuration externe. Donc, la coupe est la suivante. Nous avons le fond de l'utérus, ensuite le corps, la partie isthmique, l'isthme et le col. Et là, je laisse le col ouvert. Pourquoi? Parce qu'il y a un orifice, parce que ce qu'on a dit dans la définition, l'utérus est un organe musculaire creux. Donc à l'intérieur, il y a une cavité. Donc cette cavité, elle communique avec l'orifice cervical. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de la configuration interne? On peut dire tout de suite que l'utérus est formé de 3 tuniques. La première tunique, c'est une tunique séreuse, c'est-à-dire c'est le péritoine viscéral, tout simplement. Ce péritoine viscéral, il va couvrir la face superficielle, c'est-à-dire la face externe de l'utérus, il va couvrir le fond et latéralement, on va le voir, il va se prolonger latéralement pour couvrir les trompes. Et il va participer au niveau des trompes à la formation d'un ligament qu'on va appeler le ligament large. Et deuxièmement, ce péritoine, il va couvrir les trompes et il va couvrir même la partie latérale de l'utérus, la partie latérale droite, la partie latérale gauche, mais il va subir une réflexion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péritoine ne va pas couvrir tout l'utérus, non, mais il va arriver à un moment donné, il va laisser le col non péritonisé et il va se réfléchir. Donc il va se réfléchir latéralement pour aller rejoindre la paroi latérale du pelvis. Donc, ce qui va réaliser des récessus ou bien des cul-de-sac. Voici la première couche. Ce n'est que le péritoine, c'est-à-dire la séreuse. On va l'appeler périmètre. Pourquoi périmètre? Parce que péri veut dire autour et mètre, c'est le muscle utérin qui est le myomètre. La deuxième couche, c'est une couche musculeuse. C'est la musculeuse. Donc, et cette musculeuse, elle va être épaisse. Pourquoi? Parce que cette musculeuse, c'est l'élément moteur de l'utérus. L'utérus est un organe de la gestation, c'est vrai. Il va grandir avec la grossesse, c'est vrai. Mais au moment de l'accouchement, il doit se contracter. Et c'est la contraction utérine, la contraction de ce muscle qui va faciliter l'expulsion du nouveau-né. Donc là, nous allons avoir le myomètre. Le myomètre est une couche qui est épaisse, qui va intéresser toutes les parois de l'utérus. Le fond, là, le fond
et puis la paroi latérale jusqu'au niveau du col. Donc tout ça, c'est le myomètre. C'est la deuxième couche, myomètre. Seulement ce myomètre, le myomètre, seulement ce myomètre est formé de 3 types de fibres, des fibres longitudinales, des fibres plexiformes et des fibres circulaires. Et ce myomètre, il va intervenir dans 3 situations. La première situation, à la fin du cycle, vous savez que la femme elle présente des cycles menstruels qui commencent au premier jour, qui se terminent au 28e jour, avec une modification des quantités des hormones. Au début, ce sont les oestrogènes qui commencent à fabriquer l'endomètre, et puis la deuxième phase, ce sont les progestérones, et à la fin du cycle, il y a 2 éventualités. Soit qu'il y a grossesse, et cet endomètre que nous allons voir, c'est la 3e couche, elle se maintient pendant 9 mois, soit qu'il y a accouchement, qu'il n'y a pas de grossesse. À ce moment-là, il va y avoir un arrêt de ces hormones vont chuter, ils vont descendre, et il y a libération d'une substance au niveau utérin qui va entraîner une vasoconstriction importante des vaisseaux qui vont nourrir l'endothélium, et cette vasoconstriction va entraîner une nécrose, c'est-à-dire la mort d'une partie de cet épithélium qui va tomber. Or, cet épithélium qui tombe et ce sang qui va sortir, s'il reste dans la cavité utérine, ça va être grave parce qu'il va s'infecter. Donc, il doit être éliminé. Comment éliminer? Par la contraction de ce myomètre. Donc, à la fin du cycle, il va y avoir une contraction de ce myomètre pour expulser ce sang qui va sortir sous forme de règles. C'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes vont avoir ce qu'on appelle des règles douloureuses. Ce sont les dysménorrhées. Et ces dysménorrhées sont dues effectivement à la contraction intense et douloureuse de ce muscle qui est le myomètre. La deuxième situation dans laquelle intervient le myomètre, c'est au moment de l'accouchement. Donc au moment de l'accouchement, le muscle va se contracter, bien sûr, pour expulser, et ça, on l'a expliqué. La troisième situation, c'est après l'accouchement. Donc après l'accouchement, puisque le bébé, le nouveau-né est sorti, qu'est-ce qui reste à l'intérieur? Le placenta. Le placenta, après un quart d'heure, 20 minutes, elle va se décoller. Or, le placenta, elle est richement vascularisé, il se nourrit, c'est-à-dire il y avait une symbiose entre les vaisseaux de la maman avec les vaisseaux du placenta. Et quand il y a ce décollement du placenta, les vaisseaux vont rester béants. Où ces vaisseaux viennent d'où? Ils viennent à partir du muscle du myomètre. Donc, elles traversent les mailles, les fibres du myomètre. Donc, elles sont béantes. Mais la contraction du myomètre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire une striction de tous ces vaisseaux et elle va assurer l'hémostase. C'est ce qu'on appelle la ligature physiologique qui est au cours après la délivrance. Parfois, la femme se trouve fatiguée après un travail qui est très long, donc le myomètre se fatigue, il se contracte mal, et par conséquent, ces vaisseaux, ils vont saigner, ils continuent à saigner, c'est ce qu'on appelle l'hémorragie de la délivrance. Donc vous voyez, c'est un muscle qui est d'une importance capitale, et on l'a appelé comment? On l'a appelé myomètre. La troisième couche, donc on a parlé, première couche périmètre, deuxième couche le myomètre, et la troisième couche, si vous permettez, je complète ici le schéma du myomètre, je ferme ces zones qui sont blanches. Voilà, la troisième couche c'est quoi? C'est l'endomètre. Et l'endomètre, c'est un épithélium de type cylindrique qui va tapisser toute la face interne de l'utérus.
Et cet épithélium cylindrique, c'est un épithélium de type hormonal. Qu'est-ce que ça veut dire hormonal? Les cellules présentent des récepteurs hormonaux et sous l'effet des oestrogènes et progestérone, cet épithélium va se développer. Il va se développer et comme je viens d'expliquer, au début du cycle, l'épaisseur de cet épithélium est faible et sous l'effet hormonal, et au fur et à mesure qu'on avance dans le cycle, l'épaisseur va augmenter jusqu'à devenir d'une grandeur importante. Mais pour quelle raison? Pour favoriser, pour installer le nid pour la fécondation. Et le fait que l'œuf vient s'installer au niveau de cet endomètre, on appelle ça nidation. C'est la nidation. Il y a la fécondation et il y a la nidation. La nidation, c'est l'installation de l'œuf au niveau de cet épithélium. Et à partir de cet épithélium, il va y avoir le début de la différenciation, le début de développement de l'œuf pour donner les trois couches et après l'ectoderme, le mésoderme, l'endoderme jusqu'à la fin de l'embryogénèse et la croissance. Donc cet épithélium qu'on vient de décrire, il va subir des modifications et il va se diviser en deux parties. Une partie qu'on dit résiduelle et une deuxième partie fonctionnelle. Quand il y a menstruation, la moitié, c'est-à-dire la partie fonctionnelle, va chuter, mais la partie qui est résiduelle va persister. C'est la raison pour laquelle tout traumatisme au niveau de l'endomètre, tout élément agressif au niveau de l'endomètre peut compromettre l'avenir obstétrical de la femme. C'est-à-dire, on va assister soit à des synéchies. Et vous avez vu en terminologie, qu'est-ce que ça veut dire synéchie? Synéchie veut dire accolement des parois. Donc, le fait de faire disparaître l'endomètre, on peut assister à des synéchies ou bien une disparition de l'endomètre qui va entraver la bonne nidation. Donc, si on veut légender ce schéma, on va revenir un petit peu. Donc, périmètre, myomètre et la troisième couche, c'est ce qu'on appelle l'endomètre. Et là, je vais insister sur une autre chose. C'est au niveau du col. Au niveau du col, l'étude de l'histologie, l'étude de la muqueuse au niveau du col est une étude fondamentale. Pour quelle raison? Si j'ajoute par la suite là, et ça on va l'étudier après, si on ajoute la cavité vaginale, ça c'est la cavité vaginale. Et vous voyez que le col, il s'implante ou bien il émerge à l'intérieur de la cavité, il sort à l'intérieur de la cavité vaginale. C'est pourquoi on divise le col en deux parties. Une partie c'est-à-dire sus-vaginale et une partie endovaginale. Et quel est l'épithélium à ce niveau? C'est deux types d'épithélium. Le premier épithélium, c'est l'épithélium du corps. C'est l'épithélium endothélial. C'est celui-là qui couvre la face interne du col. Mais la partie externe du col, elle sera couverte d'un autre épithélium. Un autre épithélium qui va être un épithélium qui rappelle l'épithélium de la cavité vaginale. C'est-à-dire, voilà, au niveau du col, vous voyez deux régions. Une région interne, c'est ce qu'on appelle l'endocole, et une région qui est externe, c'est ce qu'on appelle l'exocole. Donc je vais le mettre par légende pour que ça soit clair. Donc là, nous avons l'exocole, c'est-à-dire la partie externe du col, et ici on a l'endocole. Et là, qu'est-ce qu'on déduit? Est-ce que l'endocole et l'exocole sont couverts par le même épithélium? La réponse, non. L'endocole est couvert par un épithélium qui rappelle l'épithélium endométrial, c'est-à-dire de l'endomètre. Par contre, l'exocole est couvert par un épithélium de type vaginal. Et le épithélium de type vaginal, c'est un épithélium pluristratifié, c'est malpigien, qui rappelle l'épithélium de la peau. Seulement, il n'est pas
kératinisée. Conséquence, les cancers ne se développent pas de la même manière. S'ils se développent au niveau de l'endocole, ils rappellent le cancer du col. S'ils se développent au niveau de l'exocole, ils rappellent le cancer vaginal, c'est un épithélioma. On peut avoir c'est-à-dire adénocarcinome quand il s'agit de l'endocole ou bien des épithéliomas quand il s'agit de l'exocole. Donc voilà la région cervicale. Si on analyse la partie interne de la région cervicale, on a des stries à l'intérieur du col qu'on appelle les stries palmées. Les stries palmées. Et ces stries palmées sont des replis muqueux au niveau de la région cervicale. Et le col va avoir un orifice interne et un orifice externe. Ça, c'est l'orifice externe du col. Orifice externe. L'orifice externe. Et cet orifice externe est le siège d'exploration clinique. C'est-à-dire quand l'obstétricien, le gynécologue ou la sage-femme, quand ils font un toucher vaginal, on arrive à toucher cette région. On arrive à toucher la partie inférieure du col et on peut mesurer même l'ouverture du col quand il s'agit d'une femme enceinte en début de travail. On peut mesurer le degré de dilatation de cet orifice et le degré d'effacement du col parce que ce col qui saille dans la cavité vaginale, il va s'effacer au fur et à mesure. Donc vous voyez, on a fait en quelque sorte une étude concernant la configuration interne de l'utérus. On va passer à D. Et au niveau de ce chapitre, on va essayer de voir comment l'utérus est fixé. On a dit que l'utérus est un organe musculaire qui bombe en quelque sorte dans la cavité pelvienne. Mais cet utérus, il est attaché, il est fixé. Ce sont les moyens de fixité. Donc, quels sont les moyens de fixité de l'utérus? Quels sont les moyens de fixité de l'utérus? Vous allez voir, il y a plusieurs moyens. On va voir 5 éléments qui vont venir fixer l'utérus au niveau de la cavité pelvienne. Pour réaliser cette étude des moyens de fixité de l'utérus, la meilleure vue sera donc une vue supérieure. Donc on va faire une vue supérieure du pelvis et on va essayer d'installer les organes qui occupent le pelvis et on va chercher au niveau de l'utérus quels sont les moyens qui permettent sa stabilité. Donc le titre du schéma sera le suivant: une vue supérieure de l'utérus, vue supérieure du pelvis, montrant ses moyens de fixité. Donc, l'antérieur est vers le haut et le côté droit, à ma droite, c'est une vue supérieure. Donc, sur cette vue supérieure, nous avons, en avant, nous avons le pubis et en arrière, le sacrum. Donc, le sacrum, sur une vue supérieure, sera schématisé de cette manière. Avec la coccyx, et puis nous avons là les crêtes horizontales. Latéralement, vous avez les trous sacrés, les 4 trous sacrés. Ensuite, latéralement, voici le pubis. Là, c'est la ligne du détroit supérieur, la ligne du détroit supérieur, et puis les branches qui relient le bassin latéralement. Vous avez ici les 2 cavités cotyloïdes et on a là
le bord, la crête sacrée avec le canal sacré. Donc c'est une vue supérieure du pelvis avec latéralement les deux cavités cotyloïdes, en avant le pubis et en arrière vous avez le sacrum. Donc sur ça, nous allons placer les différentes loges. La partie antérieure du pelvis est occupée essentiellement par la vessie. Donc la vessie là, la vessie. Et la partie postérieure est occupée par le rectum. Partie postérieure occupée par le rectum. Et la partie moyenne est occupée par l'appareil génital et là, c'est l'utérus. L'utérus, ce qu'on voit, c'est le fond de l'utérus et ce fond de l'utérus, il se prolonge latéralement, comme on a dit, il se prolonge par les trompes utérines. Donc nous avons ici la trompe gauche et là, c'est la trompe droite. La trompe gauche et la trompe droite. Et bien sûr, ces trompes relient la cavité utérine avec deux organes qui sont les ovaires. Donc nous avons ici la fosse ovarienne gauche et à ce niveau, nous avons la fosse ovarienne droite qui sont de part et d'autre des ailerons sacrés. Donc, quels sont les éléments qui permettent la fixation de l'utérus? Le premier élément, on l'a déjà cité, il s'insère près des bords ou bien des angles supérieurs, c'est le ligament rond. Donc le ligament rond, le premier élément, le ligament rond, il part de la face antérieure, il va quitter la cavité abdominale à travers là, il va sortir à travers l'orifice inguinal et il va se fixer au niveau du périnée près des petites lèvres. Ça, c'est le ligament rond. Le deuxième ligament qui va fixer l'utérus, c'est le ligament utérosacré. Ligament utérosacré. Et ce ligament utérosacré, ce n'est pas comme le ligament rond. Le ligament rond est haut situé à côté des angles. Par contre, le ligament utérosacré, c'est un ligament qui est bas situé. Et il est juste au-dessus du col, donc près du col. Et il va amarrer l'utérus en arrière. Donc le premier, il permet la suspension et le deuxième, il permet l'attache au niveau de sa face postérieure. Donc, je vais légender ces éléments. Nous avons ici la vessie, le ligament rond, ensuite le ligament utérosacré. Le troisième élément, j'ajoute ici la trompe utérine droite, l'autre côté la trompe utérine gauche, vous avez ici utérus, et là vous avez rectum. Ensuite vous avez ovaire, l'ovaire droit, et l'autre côté vous avez l'ovaire gauche. Le troisième élément qui va venir, c'est un ligament qui est dû à un accolement péritonéal. Et ce ligament, ce n'est que le ligament situé entre vessie et utérus. Là, il va y avoir un accolement. En fait, c'est un cul-de-sac. Le cul-de-sac entre la vessie et l'utérus, il va s'accoler et il va coller la face antérieure de l'utérus avec la face supérieure de la vessie. C'est le ligament vésico-utérin. Ligament vésico-utérin. La même chose, le péritoine viscéral, il va couvrir la face supérieure de la vessie,
réaliser un ligament, et puis cul-de-sac. Ensuite, il couvre la face supérieure de l'utérus, le fond de l'utérus. Et quand il arrive au niveau du rectum, il va se réfléchir de nouveau. Il se réfléchit de nouveau pour réaliser un accolement péritonéal entre les deux organes. C'est ce qu'on appelle le ligament utéro-rectal. Ligament utéro-rectal. En fait, ce sont des accolements, mais pas de véritables ligaments. Donc, c'est à cause de la cohésion entre les différents organes qu'il y a cette stabilité. Parce que la dynamique au niveau pelvien est un phénomène qui n'est pas figé, mais c'est un phénomène qui est dynamique. Dynamique pour quelle raison? Parce que l'appareil génital est suspendu de trois manières. Il y a des éléments ligamentaires qui suspendent, il y a la cohésion, et c'est ce qu'on est en train de parler, mais il y a aussi la partie inférieure, et ça on l'a expliqué quand on a étudié le diaphragme pelvien, c'est la suspension des organes par le diaphragme pelvien. Et on va y revenir. Donc là, vous avez le ligament utéro-rectal. Ensuite, latéralement. Qu'est-ce qu'il y a latéralement? Et ça, on l'a expliqué, c'est que le péritoine, voici le péritoine, qui couvre le fond de l'utérus. Oui, mais latéralement, il va couvrir même la trompe, toute la trompe jusqu'aux ovaires. Et il va couvrir même une partie de l'ovaire. C'est pour cela, l'ovaire, il va avoir deux parties, une partie sous-péritoniale et une partie intrapéritoniale. Cette partie qui est découverte, c'est-à-dire si on fait une cœlioscopie et on rentre par la cavité péritoniale, on arrive à voir l'ovaire. L'ovaire qui est dépéritonisé, on arrive à le voir au niveau de sa fossette. Et ce péritoine qui couvre latéralement la trompe, il se prolonge latéralement pour aller où? Pour aller vers la paroi latérale. La paroi latérale de l'utérus, aussi bien à droite qu'à gauche. Et au niveau latéral, regardez ce ligament, combien il est large. C'est pour cela qu'on appelle ce ligament, on l'appelle le ligament large. Donc parmi les moyens de fixité, le ligament large. Et c'est quoi le ligament large? C'est du péritoine. C'est le péritoine viscéral qui couvre le fond de l'utérus, qui couvre les trompes, et en même temps, il va réaliser des prolongements vers la paroi latérale, et il réalise ce qu'on vient de décrire, le ligament large, avec des segments, un segment antérieur, un segment moyen, un segment postérieur, donc le ligament large. Donc jusqu'à maintenant, si on résume, nous avons le ligament rond, le ligament utérosacré, le ligament vésico-utérin, le ligament utéro-rectal, le ligament large, ça fait 5 ligaments. À côté de ces 5 ligaments, il y a un autre moyen, je viens de parler de ça, un autre moyen fondamental dans la statique pelvienne, c'est quoi? C'est le diaphragme pelvien. Et le diaphragme pelvien va jouer le rôle de hamac. On a déjà vu ce chapitre et on a vu en long et en large le diaphragme pelvien avec ses composantes, la partie élévatrice, la partie sphinctérienne et puis le ligament, le muscle accessoire, c'est le l'ischio-coccygien qui ferme le vide qui est en arrière. Vous vous rappelez? Donc ce diaphragme pelvien, il va jouer le rôle de hamac et il va suspendre en bas. Il va suspendre la cavité vaginale et il va suspendre le col et il va suspendre l'utérus. Donc voici les moyens de fixité de l'utérus. Donc c'était quatrièmement. Maintenant on va passer à l'étude de la vascularisation. Et c'est une partie qui est très importante, l'étude de la vascularisation de l'utérus.